Il était une fois deux gros barbus tannés de se faire dire « Moi je donne des ordres et toi tu exécutes, puisque c'est ta destinée », ont décidé de se faire pirates et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour les pirates, j'espère que ça va bien. Bonsoir Maurice. Salut Olivier. Maurice, comme d'habitude, on va commencer avec les nouvelles de la semaine. On a une nouvelle chronique vidéo cette semaine qui s'appelle, attention, Cocktail avec des pirates. Donc, Cocktail avec des pirates, on reçoit des gens qui vivent l'une de nos 9 tendances et qui viennent nous donner des trucs pour devenir des agents de changement. On va chercher des experts qui vivent des choses intéressantes, qui vous donnent des trucs pour que vous puissiez améliorer votre environnement de travail puis en prendre possession. Devenir des pirates aussi. C'est quand même pas pire. Ah oui, c'est vraiment bien. On a eu beaucoup de fun à faire ça. Oui, et cette semaine, on a reçu Myriam Plamondon, qui est la fondatrice de Talent Fou. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est habituée de coacher des leaders, des dirigeants, mais Talent Fou se spécialise, dans le fond, à trouver des gens qui sont prêts à passer à leur rôle, leur premier rôle de leader, donc leur première expérience de gestionnaire, et elle les prépare à devenir des bons gestionnaires. Donc, bref, finalement, c'est qu'elle fait la job avant que ça vire mal. C'est du bon travail. Donc, écoutez, dans la 4e partie de ce podcast, on va vous passer des extraits de notre échange avec Myriam qui vous donne des trucs sur comment transformer votre gestionnaire contrôlant en gestionnaire qui fait confiance. Et d'ailleurs, c'est absolument en lien avec le sujet de la semaine. Hein? On parle, dans le fond, des entreprises qui sont passées des règles et du contrôle vers la liberté de travail et la confiance. Donc, c'est pas banal et c'est quelque chose que les gens de LinkedIn nous ont demandé avec beaucoup d'intérêt. Et ça nous fait plaisir de vous faire cet épisode-là aujourd'hui. Avant de commencer, on aimerait saluer les gens de Barcelone qui nous écoutent. Vous êtes une petite poignée de gens qui nous écoutez à Barcelone et on serait bien curieux de savoir vous êtes qui. Écrivez-nous, venez nous écrire sur LinkedIn, venez nous écrire par courriel à roy@gopirate.com. On aimerait ça échanger avec vous. Donc, le podcast de ce soir va être en 4 parties. La première partie, les 5 paliers de cette tendance, ça s'achève, hein, parce qu'on avait 9 tendances, nous autres, à montrer, puis il nous en reste 3, je pense, après ça, Maurice. Quelque chose comme ça, oui. Oui. Donc, on va avoir couvert là, toutes les 9 tendances des entreprises progressistes. Vous allez donc savoir là, complètement qu'est-ce que c'est qu'une entreprise progressiste parce qu'on va avoir vu les 9 tendances. Et à partir de là, on va pouvoir avoir un petit peu plus de plaisir, Maurice, parce que c'est quand même exigeant de faire des épisodes sur ces tendances-là. Là. Oui, je veux dire, on va continuer à parler de ces tendances-là constamment. C'est juste qu'on va pouvoir avoir des sujets un peu plus légers, commencer à mélanger les tendances, puis certaines, on va pouvoir les creuser beaucoup plus profondément. Excellent. 2e partie du podcast, faire confiance par défaut. 3e partie, contrôler coûte plus cher que faire confiance. Et en 4e partie, comme promis, les trucs de Myriam pour changer son patron contrôlant en patron qui fait confiance. Donc, on va commencer par les 5 paliers, Maurice. Oui. Donc, attends un petit peu, là, mes paliers sont écrits, puis ils sont un petit peu petits. Bon, un peu. OK. T'es vieux. Ah oui, le pirate est vieilli, là. Bon, OK. Notre premier palier, c'est celui du contrôle et de la surveillance totalitaire. OK? 1984, là, c'est ça. C'est dans ce palier-là où vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit sans demander l'autorisation à quelqu'un, qui va probablement devoir demander l'autorisation à quelqu'un d'autre. C'est à ce palier-là que vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un keylogger. Vous savez, là, les logiciels qui vont enregistrer là, sur quelle touche vous tapez là, sur votre ordinateur de travail. C'est les autres logiciels espions, comme vérifier par la caméra que vous êtes bien assis devant votre ordinateur, c'est à ce palier-là aussi. Il faut remplir des formulaires pour à peu près tout. Vous n'avez pas le droit d'aller chercher des outils dont vous allez pouvoir avoir besoin sans avoir les autorisations spéciales puis sans dépasser vos quotas. Donc, tout est contrôlé à l'extrême, des fois avec aucune réelle justification autre que, on peut. Le 2e palier est un peu moins pire, puis la majeure partie des entreprises vont se situer dans ce palier-là, celui du contrôle bureaucratique. Pensez au premier palier, mais où les gens s'en foutent. Donc, c'est la bureaucratie. Tout le contrôle a été mis de façon bureaucratique, puis les gens s'arrangent à faire le moins d'efforts là-dedans. Donc, vous avez de la paperasse à remplir. Donc, les conversations doivent absolument suivre soit les personnes autorisées autour de vous ou la hiérarchie.
Ça, Maurice, j'imagine qu'il y a aussi ces genres de paliers où les gens s'en foutent un peu. Là, bah, ça va prendre 10 jours à avoir la réponse. On est habitué. On va attendre. Exact. En fait, tout le contrôle, comme il est plus actif puis agressif, il est juste comme les gens sont juste habitués à l'avoir là. Il est C'est comme systémique, le contrôle, dans le fond. Là. absolument, absolument. On a abandonné d'y résister, on a abandonné de trop le renforcer, mais il reste qui est quand même là puis il nuit à tout le monde. Okay. Le troisième palier, c'est l'auto-organisation locale avec un contrôle organisationnel. Donc, ce que ça veut dire, les équipes qui sont souvent de relativement petite taille sont en mesure de s'auto-organiser dans un cadre extrêmement précis. Donc, les entreprises qui sont semi-agiles, les entreprises qui se disent agiles, mais qu'en fait, il y a juste quelques groupes dedans qui le sont, puis encore là, ça ne monte pas très haut dans l'échelle, ces entreprises-là vivent le palier 3. Donc, les équipes agiles vont être capables de s'auto-organiser, mais tout ce qui sort de cette équipe-là va tomber dans le contrôle bureaucratique régulier. C'est peut-être un petit peu comme rentrer un cercle dans un carré. Là. C'est difficile exact. à faire vivre. Bien, c'est difficile parce que il y a des promesses qui viennent avec l'auto-organisation. Okay? Il y a de l'espoir qu'on donne aux gens, mais en même temps, souvent, cet espoir-là va juste être complètement écrasé par la lourdeur bureaucratique puis les façons de faire encore archaïques qu'il y a dans le reste de l'entreprise. Donc, on voit ça super couramment. Quatrième palier, c'est la liberté via l'imputabilité de productivité. Là, ça commence à être le fun. Là, on tombe dans des entreprises plus progressistes. Ce palier-là dit essentiellement, tant et aussi longtemps que la productivité est là, qu'on voit les résultats qui rentrent, ben vous pouvez essentiellement vous organiser comme bon vous semble. Bon, il y a des limites encore, mais on parle, les employés vont être libres d'organiser leurs initiatives comme ils veulent, un peu plus. Ils vont avoir une flexibilité d'horaire, une flexibilité de lieu de travail souvent. Les vacances, ils vont être capables de s'auto-organiser pour ça avec leurs coéquipiers. Ils vont être capables d'échanger des plages horaires, des choses comme ça. Mm-hmm. Le cinquième palier, c'est la liberté via l'imputabilité d'impact. Ça ressemble à l'autre. Mais quand on a l'imputabilité de productivité, il faut constamment générer des résultats. Avec le palier 5, la liberté est beaucoup plus totale. Maintenant, il faut prouver qu'on a un impact. Plutôt que l'entreprise vérifie la productivité qu'on a pour nous laisser notre liberté, comme au palier 4, maintenant, ce sont les équipes qui doivent prouver l'impact de ce qu'ils font, puis utiliser ça pour avoir la liberté qu'ils désirent avoir. C'est-à-dire, si tout le monde veut travailler à partir de la maison sur des horaires qui vont couvrir 24 heures dans une journée, choisir comme ils veulent les journées qui vont prendre congé puis ceux qui vont travailler, puis que l'impact de ce qu'ils font, le retour sur l'investissement, demeure à un certain niveau ou augmente. Donc, ils sont en mesure de vendre leur idée, leurs besoins, puis leurs désirs parce qu'ils ont le poids de l'impact derrière eux autres. Ils ont prouvé que ça fonctionnait, dans le fond, leur approche. Puis on ne peut pas vraiment tirer sur la laisse comme les paliers d'en dessous. Là. Exact. Un autre élément intéressant du palier 5, c'est que c'est souvent un niveau où les équipes, en fait, vont commencer à embaucher elles-mêmes. C'est les équipes qui vont dire, on a besoin de quelqu'un de plus, on ne connaît pas personne à l'interne, on veut embaucher à l'externe, c'est eux autres qui vont faire leurs entrevues puis décider qui est-ce qui vient travailler avec eux. Oui, je pense que ça mériterait un épisode de podcast à lui tout seul, là, ce sujet-là. Là. Absolument, absolument. Ouais. OK, excellent. Fait que là, on a nos 5 paliers. Prochaine section, dans le fond du podcast, c'est on parle de faire confiance par défaut. Ça t'est déjà arrivé, toi, Maurice, de t'être senti que tu étais en confiance, tu étais imbu d'une confiance au premier jour de ton travail? Habituellement, c'était quelques gestionnaires qui agissent comme ça, mais ce n'est pas l'organisation elle-même. J'ai vu ça à certains endroits, par exemple, des propriétaires d'entreprises, surtout dans les petites entreprises. Donc, des propriétaires qui vont uniquement embaucher des gens qui sentent. Hein? Donc, toi, je te sens, toi, je t'aime bien. Fait que toi, je t'embauche. Combien de gestionnaires vont partager le fameuse petite image là, de Steve Jobs qui dit « On embauche des gens intelligents, pas pour leur dire quoi faire, pour qu'eux nous disent quoi faire. » Combien de gestionnaires ont partagé ça, mais qui ne donneraient jamais pouvoir décisionnel jour 1
à un gars qui vient d'embaucher. Ben encore là, ça dépend toujours à qui. Quand on embauche des gestionnaires, habituellement, on lui donne les responsabilités en partant, puis on les pousse. Go, maintenant, livre-moi. Mon projet, il ne marche plus. Ben, je t'engage, il faut que tu hit the ground running. Maintenant, tu as 24 heures pour prendre un projet qui n'a rien livré depuis un an, puis d'en faire le fleuron de notre entreprise. Go! Ouais. Ça, Est-ce que c'est vraiment de la confiance, ça, tu penses? Ou c'est genre, on est complètement désespéré, puis ta tête va rouler rapidement? Ben, pour beaucoup d'entreprises, pour faire confiance, il faut avoir atteint un certain niveau de désespoir. Ah, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé une fois. Donc, dans le rôle de gestionnaire, là, tu sais, quand je racontais que je suis retourné gestionnaire juste pour essayer le leadership d'intention de David Marquet, là, Ouais. ben, dans ce rôle-là, c'était une entente qu'on avait avec le vice-président, dans le fond. Fait que quand je l'ai rencontré, là, lui, il m'a expliqué ça comme ça. Puis c'est la première fois qu'on me faisait confiance, comme je ne savais pas quoi faire avec ça. Tu sais. Il m'a essentiellement expliqué. Tu sais, il y en a qui ils voient ça, tu sais, je t'embauche, puis la confiance va augmenter avec le temps. Tu sais. Lui, c'est pas mal ça qu'il m'a dit. Là. Tu sais, comme tu disais, là, je te sens, OK, on s'entend bien. La poignée de main, là, elle n'a pas été faite sur le contrat, elle a été faite sur les discussions avant le contrat, puis le contrat il est venu beaucoup plus tard. Tu sais. Il m'a dit, je te fais confiance. Ça se peut que le niveau de confiance baisse éventuellement, mais je ne vais pas commencer à m'en faire avant qu'il arrive quelque chose qui ferait en sorte que je te ferais moins confiance. Puis on va en parler bien avant que ma confiance prenne le bord. Tu sais. Ouais, ça c'est une attitude qui est saine. J'ai vu ça une fois dans ma carrière. Tu comprends-tu? Mais j'ai tellement... Écoute, moi, je suis arrivé là puis je me suis senti OK, wow, là, mon potentiel, là, c'est là qu'il faut que je le mette en application. Et quand moi, j'ai embauché des gens à ce poste de gestion-là, je lui ai dit exactement la même chose, t'imagines. À un moment donné, on a eu une discussion, moi puis ce patron-là, et on se demandait, est-ce qu'on a besoin d'un guide d'employés? Puis, la discussion a essentiellement fini par, ben oui, pourquoi pas, tout le monde en a. Et là, immédiatement, il y a une lumière qui a allumé. Tu sais. Hey, on a eu un réflexe super naturel de faire, oui, il y en a un, fait on en a besoin. Puis, on avait développé ça ensemble, moi et lui. Si on est d'accord tous les deux rapidement, on remet ça en question. Tu sais. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Ouais. Fait que pourquoi on a des guides? Puis là, on s'est rendu compte que les guides là, d'employés, la plupart du temps, c'est pour empêcher des choses. Tu sais. Ben, c'est pas contrôler. Ben, c'est ça. Ça dit un paquet de choses que tu n'as pas le droit de faire. On les lit, on les met dans le fond du tiroir et on ne les ressort jamais. Fait que ça ne te sert même pas, de toute façon. Tu sais. La plupart du temps, là, c'est juste pour pouvoir dire que ben, c'est écrit dans le livre d'employé pour pouvoir te donner le blanc. Tu sais. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas un guide d'employé qui permet des choses. Tu sais. C'est bien, bien rare. As-tu lu celui de la compagnie de jeux vidéo Valve? Non, je ne l'ai pas lu. Il doit en avoir. Je veux dire, il doit en avoir, mais je veux dire, le commun du mortel là, qui ne travaille pas chez Valve. Là. Tu comprends-tu? Fait qu'on s'est posé la question, on en fait-tu un, on en fait-tu pas? Puis en sortant de la rencontre, je suis tombé face à face avec un poster que j'avais moi-même acheté, affiché. Là, j'ai dit, hey, il est là, notre guide de l'employé. Ça, c'est un poster de Simon Sinek que j'avais acheté, Maurice, je pense. C'est un site où tu donnes ce que tu veux, là, 2, 3, 4, 5 $, 10 $. Tu downloads le PDF puis tu le fais imprimer. Tu sais. Dans mon travail d'avant, on était très, très, très contrôlés. Puis, fait que moi, j'avais fait afficher ça un petit peu par esprit de défiance. Puis, c'était très intéressant. Le poster dit ça. Vous avez le droit de prendre une décision qui a besoin d'être prise, de commencer quelque chose qui a besoin d'être commencé, de demander de l'aide si vous en avez besoin, d'aider les autres tant que vous pouvez, puis de prendre du temps pour faire quelque chose qui vous inspire, qui vous excite puis qui vous stimule. En effet, c'est ça, notre guide de l'employé. Fait que la première affaire qu'il voit en entrant dans le bureau, tiens, il est là, ton guide de l'employé, il est gros comme le mur, puis il te donne le droit de faire plein de choses. Spécialement de faire des affaires qui t'intéressent, même si c'est pas ta job. Je trouvais ça bien intéressant. Et bon, évidemment, le poster est en anglais et je vais mettre dans la description du podcast l'endroit où je l'ai acheté. Vous pouvez donner ce que vous voulez puis le télécharger en PDF haute qualité. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'est rare que tu arrives et tu dis, hey, ça, là, c'est des affaires que tu as le droit de faire, c'est acquis. Là. Tu vois, ça sonne comme un code pirate. Juste quelques règles très simples qui définissent comment on va pouvoir vivre et travailler ensemble. C'est sûr que les codes pirates souvent étaient remplis de choses à ne pas faire parce qu'essentiellement, tu veux faire tout le reste. Oui, c'est ça. Mais pour les codes pirates modernes, ce que nous, on enseigne en entreprise, ce sont des choses comme ça. Là.
Ouais. Puis, j'étais parti de cette entreprise-là pour te rejoindre, Maurice. J'étais parti en très bons termes. Quand je suis retourné pour faire un petit contrat l'été dernier, mon affiche était encore là. Fait que j'étais bien content. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas confiance par défaut aux gens. Tu sais. Je suis prêt à te donner 100 000 par année. OK? Puis je vais te Olivier, traiter comme si tu ne savais rien. Puis, Olivier, oui. tu fais-tu confiance à ton toaster ou à ton fax? Eh boy, je suis vieux, hein? OK. Ce que tu essaies de dire, c'est ce que tu fais confiance à des machines. Les ressources humaines, OK? Oui. Les ressources, ça gère. Si tu ne gères pas tes ressources, tes pères, ils vont finir par se gaspiller dans le fond du frigo. Ils vont dépérir, oui, c'est clair. J'ai déjà vu des gens en train de se composter là, dans le fond d'un bureau. Ah oui, oui, oui. OK. Il n'y a pas de Ouais. confiance dans la plupart des entreprises, surtout dans celles qui sont plus grosses, où tout est déjà très, très, très bureaucratique, parce qu'on ne considère pas que ce sont des gens, on considère que ce sont des ressources. Ouais. Une ressource de ton fax, il ne s'entretiendra pas tout seul. Là. Okay, il faut que je change mes analogies parce que honnêtement, le fax, là, je suis 15 ans en retard. C'est pas grave, les jeunes vont apprendre des choses. Un fax, c'est un peu comme un email, mais pas d'Internet. Okay? Avec du papier. Avec du papier. Du Puis, gaspillage. à chaque fois que tu rentres au bureau le matin, il y a à peu près 300 feuilles qui sont faites faxer durant la nuit passée, puis ça, c'est toute de la publicité. OK? C'est pareil que le courriel, finalement. Oui, pareil comme le courriel. OK, on va passer au prochain sujet. Contrôler coûte plus cher que faire confiance. Là, j'ai deux bons exemples, Maurice, puis je pense qu'il y en a un que tu connais là-dedans. Parce qu'on avait parlé de l'histoire de Favi, qui est une des entreprises qu'on a mentionné quelques fois. Favi font des transmissions de voitures. Et ils ont une usine avec une fonderie, tout ça, puis il y a plein de gens sur le plancher. Et quand le nouveau président est arrivé, ça n'allait pas très bien, puis ils lui ont demandé « Fais ce que tu veux, il faut que ça marche mieux ». Le gars, il se promenait donc sur le plancher, puis il avait averti les employés qu'ils viendraient observer, voir, inquiétez-vous pas, là, c'est normal. Et il voit un gars qui se promène avec une paire de gants toute trouée. Puis il dit « Tu fais quoi avec tes gants? » Et je m'en vais les changer au magasin, parce qu'il y avait un magasin, un inventaire. C'est une espèce de comptoir au centre de l'usine où ils allaient voir le gars-là, puis ils pouvaient aller chercher les outils qu'ils avaient besoin, changer des gants, etc. Donc, il arrive à l'inventaire, puis il tape sur la petite cloche, ding! Là, le gars qui arrive, oui, j'ai besoin de nouveaux gants. Est-ce que tu as le billet de ton patron pour dire que tu as le droit d'avoir des nouveaux gants? Ah, il s'en retourne voir leur patron, revient avec le billet. Oui, voilà, j'ai des nouveaux gants signés d'aujourd'hui. Le gars, il donne une nouvelle paire de gants. Il ferme la grille, puis il s'en retourne en arrière. Le président de Favi, le nouveau président, dans le fond, ça lui a inspiré quelque chose. Il a rassemblé, dans le fond, les 3 employés qui s'occupaient de l'inventaire. Donc, j'imagine que c'était 3 chiffres de 8 heures là, pour faire 24 heures. Ça marchait 24 heures, l'usine. Puis, il leur a demandé, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire? Là, si vous pouviez faire n'importe quoi, qu'est-ce que vous feriez? Ils leur ont expliqué, dans le fond, ce qu'eux avaient envie de faire. Puis, il a dit, bien, on va vous former et vous allez le faire. Mais là, qui va s'occuper du magasin? Hein? Il y a quelqu'un qui s'est mis à paniquer, là, probablement le gars des finances, tu sais, puis qui a dit, mais là, c'est parce que si on enlève la grille, les gens vont nous voler. Parfait. Fais-moi un estimé. Pour combien ils vont nous voler? Je ne sais pas, moi, ils vont nous voler pour 200 $ d'équipement par semaine. Combien ils coûtent, ces 3 gars-là, contrôler l'équipement? Tu sais? Comprends-tu? Ah ouais. Il coûte 24 000 $ par semaine. Ah, ben OK. Ben, on fait un profit. Tu comprends-tu? Fait qu'ils ont enlevé la grille, puis je pense qu'ils ne sont pas fait voler grand-chose. Là. Puis si c'est le cas, ben, ça ne valait pas l'équivalent de leurs 3 salaires. Tu sais. Hey, j'ai une histoire presque similaire ouais. à la tienne. Vas-y. Ça, c'est une anecdote qui date de quand j'étais plus jeune, où je travaillais dans un endroit où on faisait de la facturation, entre autres. On faisait des payes toute la semaine, puis la fin de semaine, il fallait qu'on fasse les factures. Okay? Fait que oui, on était pris pour rentrer une fin de semaine sur 2 pour ça. Puis là, il y avait toute une façon qu'il fallait les faire imprimer, qu'il fallait les brocher correctement, puis les envoyer. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Donc, ça prenait beaucoup de broches. Le problème, c'est qu'on avait des quantités qui étaient assignées à chaque département. OK? Puis ces quantités-là étaient égales pour chaque département. La plupart des départements n'utilisaient plus le papier. Mais nous, on avait besoin de ces broches-là constamment. Il n'était absolument pas question qu'on nous en donne plus. Donc, toutes les fins de semaine, on devait faire le tour des bureaux
puis fouiller partout, puis voler des broches. OK? OK. Toutes les fins de semaine. Pour nos amis français, on parle d'agrafes ici. Oui, des agrafes. Ouais. Donc, rentrer dans les bureaux, essayer vous savez, les petits cabinets en métal, là, c'est facile à crocheter, hein, ces serrures-là. Puis, dans le département... les serrures? Ben oui. Dans le département d'archives, juste à côté du nôtre, OK? Eux étaient entièrement paperless, OK? Pas de papier du tout. Mais la petite dame, elle allait toujours chercher toutes les fournitures de bureau auxquelles elle avait droit, puis elle enfermait ça dans son armoire. On savait que c'était là. À toutes les semaines, on essayait d'aller voir en espérant que quelqu'un remplace pour demander à y aller, puis éventuellement, quand elle n'était pas là, elle ne prêtait pas la clé à personne, parce que de toute façon, personne n'en a besoin. C'était juste pour nous empêcher, nous, d'aller aller chercher. Donc, ça veut dire que pour sauver quelques dollars, OK, on ne vous donnait pas plus d'agrafes, mais vous passiez combien de votre temps à aller crocheter la serrure pour C'est pas juste ça. agrafes? C'est pas juste ça. On était dans l'interdiction d'envoyer les factures aux clients s'ils n'étaient pas remplis correctement, pliés correctement, puis brochés à la bonne place, sous le bon angle. OK? Est-ce que pour envoyer des factures aux clients, tu avais besoin du laisser-passer à 38? Oui, pratiquement. T'es pas loin de la maison des fous, là. Il y a un autre cas là, qui m'a été raconté plus récemment. Là, donc, dans la plupart des hôpitaux ou des cliniques, j'imagine, au Québec, le matériel pour les infirmières et les aides et tout ça, c'est disponible à tous. Et depuis qu'il y a eu le confinement et la COVID, on avait peur que les gens les volent et les vendent. Donc, on a enfermé ça. Donc, on s'était restreint l'accès à certains matériaux et certains outils, et spécialement tout ce qui est pour se protéger. Oh boy. Et on se demande le prix. Ici, c'est un prix humain. Si tu n'as pas le matériel pour te protéger parce qu'il est restreint, le risque, c'est de la santé, là. C'est pas juste un prix qui est en dollars, là, tu sais. Oui, avec quelque chose comme ça, en fait, c'est l'inverse que tu as besoin de faire. Tu as besoin d'avoir des distributeurs qui vont se promener puis aller voir les gens puis leur dire, as-tu besoin de quelque chose de plus? Oui. Donc, voilà, c'était quelques petites histoires pour montrer que contrôler coûte plus cher que faire confiance. Puis c'est tellement gratuit, la confiance, tu sais, je veux dire, ça peut se briser, là, mais c'est pas si difficile à monter, la confiance, là. Ben, écoutez, si vous voulez que les gens vous fassent plus confiance, faites ce que vous dites puis dites ce que vous faites. C'est la première des choses. Au Québec, on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. On passe la parole aux actes. Hein? Exact. Walk the talk. C'est la première des règles pour que les gens vous fassent confiance. Puis après ça, soyez transparent. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un problème, allez demander de l'aide. Si vous ne le savez pas, dites-le en partant. Ça ne veut pas dire faites-les pas. Si ça vous a été confié, vous pouvez vous essayer, mais tant que tout le monde est conscient que ce n'est pas votre spécialité. Donc, il suffit d'être honnête, il suffit d'être franc, puis il suffit d'aller chercher l'aide qu'on a besoin, puis ça va aller. Ne pas sous-estimer toute l'aide qu'on peut avoir autour de soi. Hein. Essayer de faire les choses seul, là, juste par orgueil. Là. Bien, le problème, c'est que dans la plupart des emplois, tu es embauché, puis les gens s'attendent à ce que tu sois parfait, que toute la raison pour laquelle tu as été embauché, tu excelles dans tout ça. Puis, on va se l'avouer, c'est pas toujours le cas. C'est rarement le cas. C'est normal. Il faut juste accepter soi-même que c'est normal, puis que l'entourage, les patrons, les gens qui embauchent acceptent que ce soit normal aussi. On va passer à la quatrième partie, les petits trucs de Myriam. Là, dans la version longue, OK, que vous pouvez trouver sur YouTube, là, parce que notre discussion avec Myriam dure quand même une bonne heure, là, elle vous en donne du contenu, OK? Elle donne 10 symptômes d'un leader contrôlant. Elle explique en quoi contrôler, c'est néfaste pour tout le monde, pour le leader, pour les employés, pour la compagnie. Elle donne 8 croyances des leaders contrôlants, puis 7 croyances positives par lesquelles on peut les remplacer, ces croyances de leader contrôlant-là. Et à la toute fin, elle nous donne 4 trucs. Comment transformer votre gestionnaire en gestionnaire qui vous fait confiance. Donc, un gestionnaire qui est contrôlant, comment faire en sorte qu'il nous
donne sa confiance, qui nous accorde sa confiance. Il y a 3 étapes pour pouvoir identifier, dans le fond, là, comment faire en sorte d'aider notre gestionnaire à nous faire confiance. Il faut d'abord identifier son besoin, il faut y répondre, puis il faut lui montrer qu'il gagne quelque chose à être moins contrôlant. OK? Elle nous a donné là, les 4 besoins, dans le fond, que les gestionnaires ont, qui sont les plus communs. OK? Fait qu'on va voir, dans le fond, qu'est-ce qu'elle propose de faire pour gagner la confiance des patrons qui ont ces 4 besoins-là. Je vous plains si votre patron a les 4 besoins. OK? Généralement, il y en a un. OK? Donc, voici ce que Myriam propose de faire si le besoin de votre patron, c'est de bien paraître. On l'écoute. Donc, premièrement, il y a le besoin de bien paraître. Donc, ça, c'est les leaders qui ne veulent pas être critiqués, ils ne veulent pas faire d'erreurs, ils aiment ça montrer qu'ils ont plus de pouvoir et de statut que les autres. Donc, comment est-ce qu'on peut amener ce type de leader-là contrôlant, qui est beaucoup dans le paraître, à nous faire plus confiance? Donc, moi, je dirais, faites-le briller. Donnez-lui de la reconnaissance en public, montrez-lui à quel point il shine et demandez-lui des permissions parce qu'il aime ça sentir qu'il y a plus de pouvoir que vous. Et surtout, critiquez-le pas en public, hein, parce que ce qui vous paraît être une critique envers un projet ou envers l'entreprise dans son ensemble peut être interprété comme une critique envers le patron lui-même et il déteste mal paraître. Donc, surtout, ne pas faire ça. Ouais, donc, essentiellement, c'est prenez-les comme la petite fleur fragile qu'il est. Oh, c'est pas fin, hein? C'est pas fin, mais Maurice, c'est ça. C'est ça. On a discuté, dans le fond, avec Myriam du fait qu'on avait une approche qui était sensiblement comparable à la sienne, hein, pour convaincre quelqu'un. La première étape, c'est faire preuve d'empathie, comprendre ce que la personne a besoin pour réussir puis qu'est-ce qu'elle veut avoir. Hein? Ça, Myriam l'a identifié aussi. Et la deuxième chose, là, c'est de faire le travail à sa place puis de lui donner ce qu'elle veut. C'était ça dans notre approche aussi. Hein? Ça se peut que ton patron, lui, ce qu'il a envie d'avoir, c'est une promotion. OK? Mais si tu peux le convaincre que ton idée ou ce que tu veux proposer va l'aider à avoir une promotion, c'est dommage, mais tu lui donnes ce que tu veux, mais il y a beaucoup plus de chances que tu aies un oui. Là, révèle pas tout, Olivier, parce que cette approche-là va faire partie de nos nouvelles chroniques vidéo qui sort bientôt. C'est juste un petit spoiler. Le truc du pirate. Le truc du pirate. Le deuxième besoin que certains leaders ont, okay, c'est un besoin de perfection. S'ils ont besoin de perfection envers leurs employés, souvent, c'est parce qu'ils sont très, très exigeants par rapport à eux-mêmes. Donc, voici ce que Myriam propose lorsque votre patron a vraiment besoin de perfection. Deuxième besoin, le besoin de perfection. Alors ça, c'est les leaders contrôlants qui sont très, très micro, très, très minutieux. Ils vérifient chaque détail, ils ne délèguent pas, donc très, très, très appliqués. Dans le fond, son besoin, là, c'est que ça soit parfait, c'est que la qualité là, du travail soit vraiment irréprochable. Donc, montrez-lui que vous avez pensé aux petits détails. Faites pas juste y penser aux petits détails. Dites-y, là, j'ai vraiment porté attention là, à tel petit détail, je sais que c'est important. Tu t'en vois-tu d'autres, là, des petits détails comme ça? Montrez-lui que vous êtes attentif à ça, que c'est important pour vous. Révisez-vous aussi avant de lui envoyer le travail, autant que possible. Puis à ça, j'aimerais ajouter, c'est bon aussi dans ces cas-là de faire un travail en 2 temps. C'est-à-dire, préparez ce que vous allez faire, présentez-les à votre patron. Est-ce que c'est ça que tu vas avoir? Et ça réduit l'aller-retour avant. Ça réduit le risque de passer beaucoup, beaucoup de temps à faire quelque chose que c'est pas ce que le patron voulait. Puis on marche moins sur des œufs. Exact, exact. Intéressant. Troisième besoin qu'un leader a souvent, c'est le besoin de se sentir utile ou important. Ensuite, besoin de se sentir utile ou important. Celui-là, il est fréquent aussi. Donc, les leaders qui mettent beaucoup la main à la pâte, qui veulent tout prendre en charge, et vous sentez qu'ils veulent vous aider, bien, montrez-lui à quel point il est aidant sur certaines choses. Peut-être que des fois, il est étouffant et il est contrôlant, mais il y a peut-être des affaires pour lesquelles c'est utile d'avoir un gestionnaire qui est soutenant. Et il vous donne tout le temps les réponses à vos questions, il vous revient toujours quand vous avez un besoin. Donc, nommez-lui ça. Ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Maurice, mais ça sent un petit peu le syndrome de l'imposteur. Hein? Oui, bien, comme je l'explique dans la discussion, dépendamment de l'environnement dans lequel ce patron-là existe, donc l'entreprise dans laquelle il travaille,
des fois, la pression peut être énorme sur eux, OK? Au prix où ils sont payés, les gens s'attendent à ce qu'ils ont toujours la bonne réponse, qu'ils vont toujours être capables de prendre la meilleure décision possible, puis ils n'ont pas droit à l'erreur, encore moins que les employés qui n'ont pas vraiment de nom. C'est plus des numéros. Donc, il est constamment exposé à des dangers de toutes parts. Puis, c'est fréquent aussi qu'il y ait des gens autour de lui qui envient sa position puis qui attendent juste qu'il fasse une erreur. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, bon, on l'a répété un petit peu aussi dans les trucs pirates, là. Les gestionnaires, ils ont un fusil sur la tempe, là, en tout temps. C'est risqué d'être un gestionnaire. Hein? Bien, plus on est haut dans l'organisation, puis plus l'organisation est hostile ou toxique, oui. Puis aussi, on me dit, plus c'est haut et plus on est seul. It's lonely at the top. Si le besoin, OK, si votre gestionnaire, là, dans le fond, ce qu'il a besoin, c'est des résultats au plus vite. OK? Ça nous prend quelque chose là immédiatement, ça ne va pas assez vite, là. Voici ce que Myriam vous propose. Ensuite, il y a le besoin d'accomplir des résultats rapidement. Donc, ça, c'est le leader qui veut que ça avance vite. Puis pour ça, je n'ai pas le temps de consulter, pas le temps de déléguer, il faut que ça avance vite, puis vous êtes un peu lent, là, gang, là. Alors, lui, ce qu'il faut lui montrer, là, c'est pas le temps de lui parler des petits détails de tantôt, là, ça ne marchera pas avec lui, ça. Là. Il ne veut pas que vous têtiez sur des détails. Lui, il veut que vous lui montriez que vous êtes capable de performer rapidement, même quand il n'est pas impliqué. Donc, raccourcir les délais, offrir des suggestions pour terminer un projet plus rapidement que ce qui a été prévu. Ça va lui parler beaucoup. Si vous lui précisez un échéancier qui est clair, qui est réaliste pour vous, mais qui est intéressant à ses yeux, qui est plus rapide que ce qu'il avait anticipé. Ça va lui parler. Là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que souvent, quand le patron est rendu à vouloir les choses pour hier, c'est qu'il n'y a déjà plus de délai. Si jamais il demande aux employés, ça prend combien de temps à faire, puis les employés vont répondre, ça prend 2 mois, il va dire, OK, j'en le veux dans 3 semaines. C'est pas toujours réaliste de pouvoir dire, magiquement, on va y livrer en 2. Mais d'avoir cette discussion-là avec son patron, c'est mieux que de ne pas l'avoir du tout et se le faire imposer. Ah, ça, c'est sûr. Il faut avoir à la discussion. Mais un truc, si vous en voulez un, c'est commencer à livrer de la valeur très, très, très rapidement. Pas livrer tout, livrer quelque chose de valeur, que le patron ait quelque chose à se mettre sous la dent, puis sa patience risque de s'étendre un petit peu. Exactement. Puis c'en est une, ça, proposer une solution. Ça serait une solution qui serait intéressante. Si on te livre la partie A, demain matin, es-tu content? Okay. Puis la partie A, essayez d'avoir une valeur qui est immédiatement consommable, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée telle qu'elle tout de suite. Puis, donc, l'idée n'est pas de livrer 3-4 morceaux d'un projet, par exemple, qu'on ne puisse rien faire avec avant d'avoir toutes les pièces, là. Okay? Essayez de livrer quelque chose qui est immédiatement utilisable, puis livrer une deuxième chose qui est immédiatement utilisable, puis la fois d'après, une troisième chose à petite échéance. Essayez un petit peu à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, gros maximum, mais idéalement à chaque semaine, un petit peu quelque chose qui fait avancer. Donc, on remercie vraiment du fond du cœur Myriam Plamondon qui a accepté d'être notre première victime et qui a bu avec nous, dans le fond, hein, parce que cocktail avec des pirates, il faut avoir un cocktail. Yep. Donc, on buvait tous les 3 et c'était vraiment intéressant. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et à chercher, dans le fond, c'est une playlist que j'ai créée, Maurice, qui s'appelle Cocktail avec les pirates, avec une seule vidéo pour l'instant dedans. Et c'est notre entrevue avec Myriam, donc l'intégrale qui dure près d'1 heure et qui vous apporte vraiment beaucoup de compréhension sur pourquoi est-ce qu'un gestionnaire est contrôlant. C'est rarement parce qu'il est vraiment méchant et il vous en veut. Excellent, ça. Donc, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Au risque de me répéter, allez sur notre chaîne YouTube. On a beaucoup de vidéos qui sont complémentaires à notre podcast et qui apportent plus de valeur encore. Abonnez-nous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. On est en contact avec beaucoup de gens d'entreprises de partout qui veulent nous parler et que nous aussi, on va leur parler. Donc, il y a des entrevues qui vont s'en venir. Et si vous vivez certaines des tendances dont on parle et que vous avez des trucs à proposer aux gens, contactez-nous à notre adresse courriel ahoy@commercialgopirate.com. Ça va nous faire plaisir de voir si on peut passer un petit peu de temps avec vous à boire des cocktails. Sur LinkedIn aussi, hein, si vous n'aimez pas le courriel, accrochez-nous sur LinkedIn, on est là. Sur Facebook, on est là. Puis n'hésitez pas à partager. Donc, sur ce, bonne soirée tout le monde. Bye bye Maurice. Bye bye Olivier. Bye bye les pirates.